Bonjour mesdames et messieurs, comme cela m'a été demandé, je vais effectivement vous parler des élections fédérales d'octobre dernier et des conséquences que ces élections pourraient avoir sur la politique énergétique en Suisse. Dans une première partie, je vais dresser un bilan des élections fédérales et puis dans une seconde partie, je parlerai un peu des conséquences possibles. Commençons avec le Conseil national, la Chambre du peuple. J'aimerais vous présenter plusieurs graphes que je commenterai brièvement. Le premier graphique montre l'évolution de la force électorale des partis politiques suisses exprimée en pourcentage des votes. Ce graphique, évidemment, met clairement en évidence le résultat le plus spectaculaire de la politique suisse des 20 dernières années, à savoir la formidable montée en puissance de l'UDC. Vous voyez sur cette courbe ici l'UDC qui a progressé depuis 1995 de manière continue jusqu'en 2007, a légèrement reculé en 2011 avant de reprendre son ascension en 2015. Cette ascension de l'UDC est un phénomène spectaculaire sur le plan interne parce que, comme vous le voyez, on avait l'habitude en Suisse d'avoir un système de partis très stable avec très peu de changements d'une élection à l'autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a des grandes évolutions qui se sont produites au cours des 20 dernières années. L'ascension de l'UDC, elle s'est faite notamment au détriment des deux grands partis historiques, le PLR ici en bleu, Parti libéral radical, et le PDC, Parti démocrate chrétien, ici en orange, avec, néanmoins, il faut le relever, pour le PLR, le premier gain électoral en 2015, après presque 30 ans de recul ininterrompu. Je passe sans discuter les autres courbes, c'est moins important. Les graphiques suivants vous proposent la même analyse, mais sous une forme encore plus simplifiée. Vous avez tout d'abord le premier graphique qui montre la force électorale des partis en 2015. Et on constate ici que l'UDC a désormais une avance considérable sur ses rivaux. Et le graphique du bas vous montre simplement l'évolution en points de pourcentage de la force des partis entre 2011 et 2015. Là également, on voit la progression de l'UDC, 2,8%, du PLR, 1,3%. Tous les autres partis, le PDC, les Verts libéraux et le PBD ont reculé par rapport à 2011. Si maintenant on affine quelque peu l'analyse et qu'on regarde la force politique des partis dans les différentes régions linguistiques, on constate quelques différences marquées d'une région à l'autre. Pour résumer, on constate que l'UDC est très forte en Suisse alémanique, où elle dépasse en moyenne 30% des voix. Elle est nettement moins forte en Suisse romande, où elle dépasse à peine 20% des voix, et également au Tessin, où elle dépasse à peine 10% des voix. À l'inverse, le PLR, le Parti libéral radical, est nettement plus fort en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, et il en va de même pour la gauche, les socialistes et les Verts, qui sont nettement plus forts en Suisse romande que dans la partie alémanique du pays. On a donc un système de partis qui présente des singularités, ou en tout cas des différences d'une région politique à l'autre. Dans un graphique suivant, j'ai tenté de regrouper les partis politiques en camps, c'est-à-dire de rapprocher de manière un peu statistique les partis qui sont proches idéologiquement. Si on fait un tel regroupement statistique, on constate que depuis 2007, on a ce qu'on appelle un système tripolaire en Suisse, un système tripolaire au sens qu'on a 3 camps politiques de taille, de force à peu près égale. La droite modérée, donc PLR plus PDC, plus les autres partis du centre ou de la droite modérée. La gauche qui fait environ, ici exprimé en nombre de sièges, environ 60 sièges depuis un certain temps déjà. Et puis la droite conservatrice, essentiellement l'UDC,
qui également représente à peu près un tiers des sièges du Parlement. Ce qui est frappant, bien sûr, c'est que l'UDC à elle seule représente quasiment un tiers des sièges du Parlement, là où les autres camps politiques sont composés de plusieurs partis. Voilà pour le Conseil national, avec donc, jusqu'ici, je vous ai montré l'évolution des partis ou des camps politiques, mais je reviendrai tout à l'heure à la question plus importante, selon moi, des coalitions entre partis, parce que c'est ça qui est décisif dans l'optique de la prise de décision. Mais avant de venir au processus de décision, quelques mots de la deuxième chambre, le Conseil des États. On a un peu tendance souvent en Suisse à se focaliser sur le Conseil national et à oublier le Conseil des États, quand bien même on a un système dit de bicamérisme parfait ou de bicamérisme intégral qui fait qu'en Suisse, les deux chambres ont les mêmes prérogatives et elles ont donc autant d'importance l'une que l'autre. Et la particularité du Conseil des États, vous le savez évidemment, c'est d'avoir une composition des rapports de force partisans qui sont très différents de ceux du Conseil national. Vous le voyez sur ce graphique, il y a toujours traditionnellement deux partis qui sont très forts au Conseil des États. Ce sont d'une part le Parti démocrate chrétien et d'autre part le PLR. Deuxième résultat important de ce graphique, le Parti socialiste, qui en 1991 n'avait que 3 sièges au Conseil des États, a connu une progression constante pour arriver à 12 sièges en 2015. Troisième résultat important, l'UDC au Conseil des États demeure un très petit parti, un faible parti au sens qu'il ne dispose que de 5 sièges au Conseil des États, c'est-à-dire moins qu'en 2007 par exemple. C'est pourquoi ça vaut la peine, et c'est ce que fait le slide suivant, ça vaut la peine de comparer les deux chambres, les rapports de force existants entre les deux chambres et de montrer les différences de composition qu'il existe en Suisse entre le Conseil national et le Conseil des États. Sur le graphique de gauche, vous avez le pourcentage des sièges obtenus par les 4 partis gouvernementaux au Conseil national et au Conseil des États. Et sur le graphique de droite, la même information, mais pour 2015. Ce que ces deux graphiques montrent, c'est tout d'abord que les différences de composition entre les deux chambres ne sont pas nouvelles. Il y a depuis longtemps des différences de composition entre le Conseil national et le Conseil des États. En 1991, on le voit bien, c'est le Parti socialiste qui était nettement moins représenté au Conseil des États qu'au Conseil national. À l'inverse, le Parti libéral radical, FDP, et le CVP, le PDC, étaient, eux, nettement surreprésentés au Conseil des États par rapport au Conseil national. Donc, cette surreprésentation des deux partis de la droite modérée, PLR, PDC, n'est pas un phénomène nouveau. On retrouve ici en 2015 cette surreprésentation du PLR et du PDC au Conseil des États par rapport au Conseil national. Évidemment, le fait marquant, nouveau en 2015, c'est la très forte sous-représentation de l'UDC au Conseil des États. Alors que l'UDC a plus que 30% des sièges au national, il a à peine 10% des sièges au Conseil des États. À ce jour, jamais un parti n'a été à ce point sous-représenté au Conseil des États comme l'est aujourd'hui l'UDC. Cette différence de composition a des conséquences, elle a des causes et des conséquences que j'aimerais très brièvement évoquer. Tout d'abord, s'agissant de l'UDC, on sait pourquoi l'UDC est très forte au national et beaucoup moins aux États. Le profil très marqué de l'UDC est une arme à double tranchant, dans le sens qu'elle rapporte beaucoup de voix à l'UDC dans les élections au système proportionnel,
Conseil national, parce que là, il s'agit de mobiliser la base, et ça permet à l'UDC de mobiliser sa base. En revanche, ce profil très marqué est un handicap pour l'UDC dans les élections à la majoritaire, parce que là, il s'agit de faire alliance, d'aller chercher des voix à l'extérieur de son propre parti, et un profil très marqué empêche d'aller chercher des voix à l'extérieur. Le PLR et le PDC ont une situation presque inverse, c'est-à-dire qu'ils sont peu profilés, ce qui leur coûte des voix aux élections au Conseil national, au système proportionnel, mais par contre, leur profil modéré leur permet de, on dit en français, ratisser large et donc d'obtenir beaucoup de succès dans les élections au système majoritaire, ce qui explique leur forte représentation au Conseil des États. Enfin, j'évoque ici le Parti socialiste qui, à ce jour, qui désormais est aussi un parti qui réussit très bien au Conseil des États, peut-être parce que l'UDC s'est radicalisé à droite et donc, de ce fait, le Parti socialiste devient un parti acceptable, y compris pour des électeurs modérés de centre ou de droite. Les conséquences, quand vous avez deux chambres avec des compositions si différentes entre l'une et l'autre, on a évidemment des différences de préférence politique dans les deux chambres et on aura peut-être, on verra si ça se confirme, des tensions croissantes entre les deux chambres dans la prochaine législature, à savoir des difficultés croissantes à trouver un terrain d'entente entre le Conseil national et le Conseil des États. On peut s'attendre à des tensions, voire à des blocages entre les deux chambres. Dernier élément sur la composition du Conseil fédéral, il faut bien sûr l'évoquer, c'est l'élection d'un second membre de l'UDC, Guy Parmelin, qui a remplacé Madame Widmer-Schlumpf. Quelles sont, deuxième partie de mon exposé, qui sera beaucoup plus court, les implications pour la politique énergétique? J'aimerais d'abord relever que l'énergie, l'environnement n'ont pas été un thème saillant lors de la campagne électorale 2015, contrairement à ce qui avait été le cas en 2011, puisqu'en 2011, on était 6 mois après l'accident de Fukushima et l'environnement, l'énergie ont été un terme important de la campagne. Pourtant, même si l'énergie et l'environnement n'ont pas été un thème important en 2015, la composition du Parlement pour 2015-2019 pourrait avoir, selon moi, des conséquences pour le domaine de la politique énergétique. Avant cela, quelques mots sur des processus de décision en Suisse. On a des processus complexes qui sont longs. Il faut en moyenne entre 4 et 5 ans en Suisse pour fabriquer une loi, pour faire adopter une loi. On a un système avec ce qu'on appelle de nombreux points de veto. Il y a les deux chambres, il y a la démocratie directe, autant d'occasions de s'opposer à des changements. Deuxième élément que j'aimerais indiquer, nos études, j'ai conduit plusieurs études sur les processus de décision en Suisse, dont une étude qui a comparé des processus très importants dans les années 70 avec des processus très importants dans les années 2000, dont la loi sur l'énergie de 2003. Et nos études montrent qu'on a eu un changement au cours du temps dans le poids des différentes phases du processus de décision. Dans les années 70, la phase pré-parlementaire était de loin la plus importante, la phase parlementaire était peu importante. Dans les années 2000-2010, la phase pré-parlementaire reste importante, mais la phase parlementaire a gagné nettement en importance. La phase parlementaire est nettement plus importante aujourd'hui qu'auparavant. Le plénum est plus important et surtout, les commissions parlementaires sont plus importantes qu'elles l'étaient auparavant. Troisième élément, au Parlement, les coalitions sont cruciales. En Suisse, un parti ne peut pas gagner seul. Il y a toujours nécessité de faire des coalitions, et généralement des coalitions larges, pour pouvoir l'emporter au Parlement, mais aussi pour pouvoir l'emporter, le cas échéant, en démocratie directe, s'il y a un vote populaire. On a pu constater dans nos études, mais également dans d'autres, que les cas de concordance, de grandes coalitions, les cas où les 4 partis gouvernementaux sont d'accord entre eux, ces cas-là sont de plus en plus rares.
Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le consensus ou la concordance à géométrie variable. C'est-à-dire que les coalitions se font et se défont au gré des domaines politiques et parfois même au sein d'un domaine politique au gré d'un vote à l'autre. Donc d'un vote à l'autre, on pourra avoir une coalition centre-droite contre la gauche ou bien centre-gauche contre droite conservatrice. Ça varie beaucoup, c'est très flexible, c'est très volatile parfois. Dans le domaine spécifique de la politique énergétique, on a traditionnellement un conflit gauche-droite. Ça a été étudié notamment par Creasy et Yagan qui parlaient de la coalition pro-économie de droite contre coalition pro-écologie plutôt de gauche. Dans nos travaux, nous avons notamment étudié la loi sur l'énergie de 2003 et on a pu constater effectivement que le conflit gauche-droite était dominant dans 70% des votes au Parlement. Dans 70% des votes au Parlement, on avait la gauche qui votait contre le PLR, le PDC et l'UDC ensemble. Dans 20% des voix, on a une coalition centre-gauche contre droite. Ça veut dire la gauche qui fait alliance avec le PDC, peut-être aussi avec le PLR, contre l'UDC. Et les acteurs étatiques, de leur côté, essayent, donc je parle d'ici des offices fédéraux, énergie, environnement, les acteurs étatiques essayent de jouer le rôle d'intermédiaire, de brokers, entre ces deux camps idéologiquement très différents. Dans une autre étude, Denis Strabert a étudié tous les votes au Conseil national dans le domaine de la politique environnementale, climatique, environnement, aménagement du territoire. Elle montre qu'on a des cas de grandes coalitions dans seulement 10% des votes. Donc dans seulement 10% des votes, les 4 partis gouvernementaux sont capables de trouver un terrain d'entente. La gauche est isolée dans 50% des votes. Autrement dit, dans 50% des votes, on a une coalition gauche contre droite majoritaire. Et puis, finalement, on a une coalition UDC-PLR dans 70% des votes. Soit UDC-PLR seul, soit UDC-PLR avec le PDC et d'autres partis de droite. Dernière remarque ici, la décision de sortir du nucléaire en 2011, qui était prise à l'été 2011, était le fruit d'une coalition un peu atypique de ce point de vue, une coalition de centre-gauche et coalition qui a clairement été influencée par un choc externe, à savoir l'accident de Fukushima. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour la législature 2015-2019 ? D'abord, le changement de la composition du Conseil fédéral va conduire à un Conseil fédéral dont le centre de gravité va se déplacer à droite. On aura désormais 2 PLR et 2 UDC, et dans le domaine environnemental, dans le domaine énergétique, cela pourrait avoir des conséquences. De même, on a une nouvelle composition du Conseil national. Au national, l'UDC, en tout cas le groupe UDC et le groupe PLR ensemble, ont la majorité absolue. Cela pourrait conduire à un redimensionnement ou à un rééchelonnement de la stratégie énergétique 2050. On le saura assez rapidement puisque à la session de printemps du Conseil national, le Conseil national va devoir traiter les divergences existantes avec le Conseil des États qui a, lui, accepté la stratégie énergétique lors de la dernière session parlementaire. Élément intéressant également, dans la commission compétente du Conseil national, on a 12 sièges pour l'UDC et le PLR sur 25. Ce n'est pas la majorité, mais il manque juste un siège à cette coalition pour être majoritaire dans la commission parlementaire. En 2015-2019, la politique énergétique sera un des grands enjeux de la législature, pas seulement en raison de la stratégie énergétique 2050, mais aussi en raison des votations populaires qui auront lieu, peut-être déjà en 2016, sur les 2 initiatives déposées par les Verts, l'initiative « Sortir du nucléaire » et l'initiative « Pour une économie verte ».
Si on se base un peu sur les résultats de votation antérieure sur un thème similaire, il y a très peu de chances pour que ces initiatives soient acceptées. Mon dernier point concerne la politique européenne, mais là, je pourrais être encore plus rapide, puisque ce sont des points qui ont déjà été abordés par M. Armakora et par la conseillère fédérale Doris Leuthard. Il a été mentionné le fait que l'accord électricité avec l'Union européenne est prêt à être conclu. Il est prêt à être conclu, sauf qu'il bute pour l'instant sur des raisons politiques, il bute sur des obstacles politiques, à savoir les questions institutionnelles qui doivent être réglées entre la Suisse et l'Union européenne et la mise en œuvre de l'initiative UDC contre l'immigration de masse. Et Mme Leuthard a souligné encore une fois combien l'accord électricité était important pour l'Union européenne, mais surtout était important pour la Suisse. Dernier point, le changement de composition du Conseil national et le changement de composition du Conseil fédéral n'auront, selon moi, pas de grandes conséquences en matière de politique européenne. Ils auront des conséquences en matière de politique énergétique, je l'ai dit, mais selon moi, ils n'auront pas de grandes conséquences en matière de politique européenne pour la simple et bonne raison que sur ce domaine-là, c'est surtout l'Union européenne qui dicte les règles du jeu et la Suisse est largement tributaire de la flexibilité dont voudra bien faire preuve l'Union européenne, notamment quant à la question de la mise en œuvre de l'initiative UDC contre l'immigration de masse. Mais, vous le savez certainement aussi bien, sinon mieux que moi, l'accord électricité n'est pas seulement important en soi, il est aussi important dans la perspective de la stratégie énergétique 2050. Donc pour conclure, du point de vue de la politique énergétique, 2016-2017 seront les années décisives, d'une part en raison des votes au Parlement sur la stratégie énergétique 2050 et d'autre part également en raison de la conclusion ou non des accords électricité, des accords institutionnels et de la mise en œuvre de l'initiative UDC. J'ai terminé et je vous remercie pour votre attention.